Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Tempo Afrique TV. Je suis Moussa Diawara, votre fidèle serviteur, et aujourd'hui, nous allons parler des accords du Mali entre le gouvernement malien et le mouvement de la coordination de l'Azawad qui n'avait pas encore signé l'accord. Pour ce fait, j'ai un invité aujourd'hui, qui, depuis le Mali, a Ouelessebougou, qui va nous faire l'honneur aujourd'hui de discuter des accords et de nous donner ses impressions sur les accords. Et cet invité, c'est M. Ya Samake. M. Ya Samake, qui est le président du CAPC et qui est aussi maire de Ouelessebougou et qui vient d'être récemment nommé ambassadeur du Mali et plénipotentiaire à New Delhi, en Inde. Bonsoir, M. Samake. Monsieur Diawara, bonsoir. C'est un plaisir de vous rejoindre sur ce plateau. Merci. Monsieur Samake, sans tarder, je m'en vais vous poser quelques questions sur les accords. Étant un acteur politique au Mali, quelles sont vos impressions sur les accords d'Alger qui viennent d'être finalement signés par la CEMA qui n'avait pas encore signé ces accords? Bon, mes impressions sont que le Mali vient de se doter d'un instrument pour réaliser le vivre ensemble, pour réaliser la paix et la stabilité qui nous conduira à la prospérité dans ce pays. Aucun pays ne peut se développer dans un climat d'insécurité. Et c'est pourquoi je suis l'un des premiers hommes politiques à féliciter la signature de cet accord. Et d'ailleurs, depuis le paraphe de l'accord, nous avons fait des déclarations pour assurer de notre soutien indéfectible à cette mission régalienne de l'État, et notamment la protection de l'intégrité territoriale du Mali. Nous sommes très heureux que finalement les mouvements armés aient décidé de venir signer cet accord à Bamako. Et cette signature signifie que les engagements ont été pris par toutes les parties prenantes et elles seront responsabilisées devant ces engagements-là, notamment les points les plus saillants étant la protection de l'intégrité du territoire, la laïcité, la garantie de la laïcité au Mali comme stipulé dans la Constitution et l'unité du Mali. Donc, ceci dit, je crois que cette signature est une bonne chose pour le Mali. Mais, M. Samake, je suis entièrement d'accord et ravi de l'entendre de la bouche d'un leader politique au Mali. Mais est-ce que cet accord, si nous voulons un peu aller en profondeur, vous pensez qu'elle sera appliquée par toutes les parties? Parce que ça fait un de signer des accords, mais ça fait deux aussi de les appliquer. L'application de ces accords, est-ce que vous voyez un problème pour l'application effective et correcte de ces accords? Non, comme tous les accords du monde, il y a certaines difficultés associées à tous les contrats, à l'exécution des contrats entre les parties différentes. Et surtout que il y a des responsabilités qui sont assignées non seulement au Mali, mais aussi à la communauté internationale. C'est vrai, l'accord comporte des risques qu'il faut mieux prendre que de rester dans un état de violence, dans un état d'insécurité. Cela n'est pas conduisif à la paix ou au développement d'un pays. C'est pourquoi aujourd'hui cet accord est la meilleure option, sinon la seule option dont nous disposons aujourd'hui pour faire avancer le Mali. Et ça fait 3 années durant que les enfants de Kidal et certaines parties de Gao et de Tombouctou ne bénéficient plus de leur droit à l'éducation. Ça fait 3 ans déjà que des femmes ne jouissent plus de leur droit à la santé. Il est temps qu'on fasse taire les armes. Il est temps que l'armée malienne puisse être redéployée rapidement dans les 2 mois à venir sur l'ensemble du territoire national. Il est urgent que les services de base et que l'administration soit redéployée à travers le pays pour répondre aux besoins urgents de nos populations. Alors pour cette raison,
les gens souhaiteraient avoir une assurance. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a un manque de confiance des deux côtés. Mais en tant que peuple, nous devons nous mettre au-dessus de cette peur. Nous devons nous mettre au-dessus de toute haine et confronter notre avenir commun, tout en nous appropriant de ce passé sombre, de cette crise sombre qui a permis le processus de développement de notre pays. La réconciliation n'est jamais une chose facile. En Afrique du Sud, qui a connu une plus grande crise que le Mali, le processus de réconciliation continue. Ce processus de réconciliation continue au Rwanda. Et nous devons prendre exemple sur ces pays-là qui ont connu quand même des crises significativement plus profondes que celles que nous avons connues au Mali. Néanmoins, et en tant que peuple, les Rwandais se sont élevés au-dessus de toutes les tensions causées par le génocide. Et aujourd'hui, c'est une nation qui se développe, qui émerge. L'Afrique du Sud, comme vous le savez, ils sont en train, aujourd'hui, c'est un processus qui continue. Même les États-Unis qui ont connu l'esclavage, qui a connu aussi des ségrégations, aujourd'hui, on commence à parler de la différence raciale, mais il y a toujours ces tensions qui s'élèvent. N'ayons pas peur, il faut qu'on prenne ce processus à bras le corps en tant que peuple malien pour certainement à faire avancer ce pays. Concernant le même accord, je sais très bien que vous étant acteur politique, vous aurez peut-être entendu sur les zones de Radio France les représentants du MNLA en Europe qui disaient que cet accord, d'une manière, est un accord imposé par les Nations Unies, que ce n'était pas un accord de cœur. Donc, et ils se sont dissociés du groupe. D'une manière, une partie du groupe est partie à Bamako pour signer les accords, mais l'autre groupe étant en France, se sont d'une manière dissociés de ces accords. Est-ce que cela veut dire que nous devons nous attendre à une autre rébellion dans les années à venir, ou bien finalement on peut dire que ces groupes-là, ils vont finalement laisser tomber et afin que nous puissions avancer avec la paix au Mali? Non, c'est compréhensible la position de ces groupes-là. C'est toujours la même peur dont je vous dis. Eux-mêmes ne croient pas que les accords vont aboutir nécessairement à la paix. C'est cette peur-là qui a cette incertitude qui fait que il y a des remous au sein du MNLA, au sein de la communauté des rebelles. Mais la réalité est que nous devons et nous ne pouvons que confronter ce processus, étant donné qu'il n'y a pas d'autre solution. Quand les gens vont commencer à voir la mise en œuvre de l'accord, quand les gens vont commencer à voir des succès se réaliser, la confiance va s'établir. Ça fait des années, ils avaient fondé leur espoir à une autre issue, notamment la séparation de ce pays, notamment l'autonomie de la fédération. Mais aujourd'hui, on est devant une situation qui fait que l'intégrité du Mali est protégée, qui fait que l'unité du Mali est intacte, qui fait que la laïcité du pays est toujours un acquis. Et donc, je comprends parfaitement ces remous. Et ils vont se mettre en ligne droite dès que la certitude commence à s'installer. C'est pourquoi nous, en tant que parti du Centre malien, nous avons organisé aujourd'hui même un atelier sur le rôle et les responsabilités des partis politiques dans la mise en œuvre de l'accord, mais aussi dans le processus de réconciliation. Il faut que, finalement, les leaders politiques jouent leur rôle. Il faut que les leaders politiques s'approprient de ce processus de mise en œuvre des éléments de l'accord. Et pour cela, je dis, nous allons nous attendre peut-être à des remous, même à des violences sur le terrain. Mais en tant que nation, nous devons nous y préparer avec le soutien de l'aménagement de la communauté internationale. Nous pouvons certainement préparer et anticiper ces éventualités pour faire en sorte que nous minimisons la possibilité de la reprise des armes, parce que quand ça devient plus difficile et plus coûteux que les bénéfices de la rébellion, donc les gens n'ont plus intérêt à le faire. Et les communautés sont fatiguées. Il est temps qu'on retourne à la calmie, il est temps qu'on retourne à la paix dans ce pays-là.
Et voilà pourquoi moi j'ai espoir, je fonde mon espoir sur l'aboutissement de ce processus de paix, mais je comprends aussi les responsabilités des uns et des autres. Chaque Malien doit se sentir concerné. Les autorités doivent faire un effort pour inspirer le peuple malien, pour que chacun puisse comprendre le rôle à jouer en tant que citoyen. C'est très difficile. Nous avons perdu nos enfants à leur âge de fleur, à la rébellion. De l'autre côté aussi, il y a eu des pertes en vie humaine. Et il y a eu des sacrifices en vie humaine des deux côtés. Alors, la peine est toujours là, la plaie est toujours ouverte. Alors, il faut qu'on marche de façon très stratégique pour conforter les gens et aller vers le processus de justice et de paix. Mais au-delà de la justice et de l'injustice, il faut aller vers la réconciliation des cœurs. Il faut aller vers l'unité de ce pays. Et cela, nous, en tant que leaders politiques, nous devons assumer nos responsabilités. Le pouvoir actuel aussi doit être un instrument pour installer la confiance que nos leaders vont avoir les vertus morales pour conduire les affaires de ce type, de notre nation. Merci, mon Excellence. L'autre question que je vais vous poser, c'est toujours, ça concerne toujours le nord du Mali. Ça concerne je vous entends pas bien. Par contre, je vous entends pas bien. Allô? Oui. Je disais que je vais vous poser, l'autre question que j'allais vous poser, c'était toujours à propos de ce même accord. Pour pouvoir vraiment aller à la paix au nord du Mali, je me dis vraiment qu'il faut d'abord libérer le nord du Mali de toutes ces armes qui circulent. Et maintenant, pour libérer ces armes, pour libérer le nord du Mali, Liag Ali, en tant qu'acteur principal, qui a pris une part très importante dans cette rébellion au nord du Mali, il est toujours au nord du Mali. D'après les informations que nous avons tous eues, il continue de circuler dans l'adra des Iforas. Que doit-on faire du cas Liag Ali pour pouvoir espérer avoir une paix au nord du Mali? Parce que même si tous ces groupes armés qui ont adhéré à cet accord, qui ont signé l'accord, si Liag Ali n'a pas encore signé l'accord, n'a pas été consulté et qu'il est toujours dans l'adra des Iforas avec ses hommes, est-ce que vous pensiez qu'il y aura toujours des accords et il y aura toujours de la paix au nord du Mali? Bon, tout dépend des rapports de force sur le terrain, M. Diawara. Et dès lors que toutes les parties prenantes, inclus la communauté internationale et les mouvements armés du Nord, nous allons tous nous appeler à ce que les forces opposées à la paix soient anéanties. Que ce soit Agali ou toute autre force djihadiste ou terroriste ou narcotrafiquants doivent être combattus. Et le seul moyen de faire cela, c'est d'abord la combinaison des efforts de tous les Maliens, de tous les peuples maliens, mais aussi la possibilité de voir finalement l'armée malienne et l'aménagement se déployer sur l'ensemble du territoire national. Cela va réduire significativement la marge de manœuvre de toutes les forces contre la paix, mais ça va aussi réduire leur rapport de force, leur capacité de se rapprocher aux populations. Et je suis sûr que Yad sera poursuivi et traqué, et certainement soit il va se rendre ou il va abandonner ce mouvement-là. Moi, j'ai bon espoir. Je pense que si nous jouons très bien à la mise en œuvre des éléments de l'accord, le peuple malien, dans sa plénitude, pourra se convenir à toute rébellion et faire en sorte que il n'y a plus une chance pour la rébellion de s'installer dans le septentrion de notre pays. Il est évident que des efforts colossaux doivent être mis en œuvre, non seulement de la part du Mali, mais aussi de la communauté internationale, aussi bien que les forces armées. Comme vous le savez déjà, il y a un processus de DDR, la démobilisation et puis la réintégration des forces armées, des militants armés
Donc tout cela va faire que le Mali et la communauté internationale vont exercer tous les pouvoirs nécessaires pour contrôler le trafic des armes, le mouvement des armes dans le septentrion. Et il y a le processus de cantonnement aussi qui sera un facteur pour contrôler toutes les armes qui se tiennent entre les mains des forces non régulières. Donc moi je pense que encore je reviens au fait que nous devons commencer à prendre à bras le corps ce processus. C'est vrai qu'aucune entreprise humaine n'est à 100% parfaite et sans risque. Donc il faut contrôler les risques, il faut réduire la possibilité de la résurgence, de la récurrence des rébellions. Et donc moi j'ai bon espoir, je crois que nous tenons le bon bout. Et ça ne doit pas être facile, aucun processus de réconciliation n'est facile. J'ai dit, prenez l'exemple sur le cas rwandais, prenez l'exemple sur le cas sud-africain, qui ont eu des crises plus profondes que le Mali. Et donc, nous pouvons le faire. Si le Rwanda est parvenu à enclencher le processus de réconciliation dans son pays et même à amorcer l'émergence du peuple rwandais, et ce n'est pas un mystère, nous pouvons le faire au Mali, il faut que nous y croyons. C'est la seule issue possible pour notre peuple. Inch'Allah, nous allons prier pour que la paix puisse régner au Mali. Je pense que écouter certains commentaires de certains représentants qui sont venus au Mali le 20 juin pour la signature de la CEMA, j'ai fait allusion au commentaire de Mohamed Djiré Maïga. Il était le porte-parole de la CEMA. Et sa manière de parler nous dira que nous sommes encore loin du bout du tunnel. Mais comme vous l'avez si très bien dit, nous allons toujours espérer que la confiance y règne chez tout un chacun et que la paix revienne. Nous savons que cette paix, nous ne l'aurons pas demain ou après-demain, mais progressivement, nous espérons que la paix va s'installer au Mali. Maintenant, on ne peut pas parler Monsieur Diawara, sur ce point, j'aimerais aussi dire que les médias maliens, les médias internationaux qui traitent de cette affaire doivent être très prudents. Et c'est un processus très fragile qui nécessite l'adhésion de tout le monde. Et les critiques virulentes aujourd'hui ne sont pas de nature à soutenir ce processus aussi vulnérable. Donc moi, j'en appelle à tous les Maliens, j'en appelle à ceux qui ne croient pas à se retenir parce qu'il s'agit de l'avenir de toute une nation. Il s'agit de l'intégrité territoriale du Mali. Il s'agit du développement du Mali. Alors, de la stabilité de notre pays. Et pour cela, nous pouvons également nous surpasser et nous retenir juste pour un période de temps pour contribuer à assurer la confiance, à instaurer la confiance de toutes les parties impliquées. Je pense que cette analyse elle est très pertinente et j'espère que les médias internationaux et nationaux vont y penser. Comme vous l'avez si très bien dit, dans ces cas de force majeure, dans ces cas précis, avec la fragilité de la paix qui veut s'installer au Mali, je pense qu'on doit mesurer les mots, on doit mesurer ce que nous devrions dire. Nous devons tous essayer d'aborder dans le même sens. Mais comme vous le savez très bien, les médias vivent des nouvelles. Les médias vivent de ce qui se passe dans le monde entier. Donc tout un chacun veut coûte que coûte apporter quelque chose et avoir l'attention du peuple ou bien de ses orateurs et de ses écouteurs. Maintenant, nous ne pouvons pas parler de paix au nord du Mali sans ne pas parler du sacrifice humain. Le sacrifice que la communauté internationale a fait, la CEDEAO a fait, et surtout j'ai fait allusion à la force tchadienne qui ont péri au Mali. Les Tchadiens ont perdu pas mal de combattants au nord du Mali et le même Tchad vient d'être frappé encore il y a quelques semaines de cela d'une attaque terroriste. Et en tant que leader politique, je voudrais vous demander que pensiez-vous
du terrorisme au Sahel et plus particulièrement dans la bande sahélo-sahélienne qui continue de faire parler d'elle-même? Bon, comme vous le savez, cela a déjà été dit, aucun pays n'est à l'abri des violences liées à la religion, des violences liées au djihadisme ou au narcotrafiquant. Donc, va falloir installer une étude stratégique, une collaboration stratégique entre les pays de la bande sahélo-sahélienne pour mieux contrôler ces mouvements violents et ces mouvements armés. Donc, je rends ici un vibrant hommage aux différentes armées et surtout aux vies humaines sacrifiées pour la paix et la stabilité au Mali, notamment des Tchadiens, des Français et les Sénégalais et toute autre nation, les Bangladeshis, qui eux aussi ont perdu des éléments ici au Mali. Nous rendons un grand hommage et nous inclinons devant la mémoire de tous ces sacrifices humains. Mais il faut que nous soyons proactifs, il faut que nous soyons nous prenions la mesure de ce danger, qui est d'ailleurs un plus grand danger que la rébellion. Et donc pour cela, nos actions peuvent rendre un peu plus efficaces, si je peux me permettre, ces forces noires, ces forces djihadistes et ces forces terroristes qui veulent ébranler la paix et la sécurité, qui veulent ébranler les libertés humaines. Alors pour cela, nous devons prendre conscience et travailler les mains dans les mains pour endiguer les racines de ce mal. Pour cela, je dis le Mali doit jouer un grand rôle parce que le Mali a un territoire très vaste. Et ce territoire a besoin d'être contrôlé pour ne pas servir de passoire aux éléments armés, aux forces irrégulières et djihadistes qui profitent du vide créé dans le septentrion pour opérer. Et donc, je crois que nous sommes dans l'optique et les gouvernants doivent toujours se rappeler que c'est dans la communion des forces que nous pouvons surpasser et s'élever au-dessus des forces djihadistes dans la sous-région. Merci encore une fois de plus, mon Excellence. Merci pour votre analyse. Et en tant que leader politique, ma question est ceci. Quel avenir pour la CAPC, votre parti, qui est un jeune parti? Je dirais que vous êtes un pur fruit de la diaspora. Vous étiez ici aux États-Unis, vous aviez fait vos études ici aux États-Unis, mais parmi tant d'autres, vous avez choisi de quitter les États-Unis pour aller vous installer au pays. Vous êtes maire de Ouelessebougou. Vous venez d'être nouvellement nominé comme ambassadeur du Mali plénipotentiel à New Delhi. Et maintenant, vous devez rejoindre votre poste. Quel avenir pour votre parti, qui est un jeune parti? Monsieur Diawara, vous me permettrez de remercier le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, de la confiance qu'il vient de placer en moi pour aller représenter l'État malien dans 10 pays de l'Asie du Sud-Est avec mon poste en New Delhi. Je serai ambassadeur du Mali auprès de l'Indonésie, de la Thaïlande, du Bangladesh, du Singapour, du Sri Lanka, donc 10 pays au total. C'est une confiance, c'est une grande confiance et j'en suis très reconnaissant. L'opportunité qui vient de m'être donnée pour aller servir le Mali à un autre niveau, à un niveau international. Vous savez bien, je me suis sacrifié, j'ai quitté les États-Unis pour venir m'installer ici avec la ferme conviction que le Mali a plus besoin de moi que les États-Unis. Et c'est pourquoi après avoir amené une quarantaine de jeunes Maliens aux États-Unis, j'ai pris mes enfants et mon épouse, on est venu s'installer dans la zone rurale de l'Ouest pour contribuer au développement de la communauté avec tout ce que nous avons pu apprendre, avec l'amour du territoire, avec l'amour de la patrie. Nous sommes venus pour servir.
Alors, le Parti pour l'action civique et patriotique a servi et continuera de servir de tremplin pour promouvoir les actions patriotiques et le civisme à travers toute l'étendue du territoire national. Certaines inquiétudes sont là compte tenu des adhésions massives que nous avons connues au sein du PACP, compte tenu de l'attention particulière dont jouit ce parti. Ce jeune parti, mais ce parti qui se frotte les épaules avec des partis qui existent depuis 20 ans. Donc aujourd'hui, les gens s'inquiètent et se disent, bon, hier, Samaki qui a été l'initiateur de ce parti. Le PACP est un parti moderne. Le PACP est un parti qui repose sur beaucoup d'épaules, sur beaucoup de piliers. Alors hier, Samaki cela donnera occasion à d'autres d'émerger très rapidement et de faire valoir leur talent de leadership et de porter les idées de ce parti. Aujourd'hui, nous avons des vice-présidents qui jouent un rôle prépondérant pour faire rayonner les idées du PACP et pour aller à la conquête du pouvoir. J'ai commencé ce combat depuis les États-Unis, qui est déjà un pays plus reculé que l'Inde, de toute façon. Et de l'Inde, je vais continuer ce combat, je vais continuer à inspirer les gens, je vais continuer à soutenir le PACP. Et même si je ne serai pas le visage particulier de ce parti aujourd'hui, il y a d'autres comme le premier président, le docteur Omar Keïta, il y a maître Amadou Tchilien Diara et le troisième vice-président Mouri Samaké, qui sont tous des personnes très compétentes qui ont des talents. Et nous avons de plus en plus de soutien de la diaspora malienne, notamment en France, au Maroc, aux États-Unis. Les gens ne cessent d'adhérer à ce parti compte tenu de notre nouvelle façon de faire la politique. Je ne suis pas du genre à espérer être le président à vie, comme la plupart des partis politiques sur l'échiquier national. Quand vous prenez des partis, que ce soit des partis jeunes ou des partis vieux, seul le Madema est le parti qui n'a pas de présidence à vie. Mais regardez les autres, ils ont créé des partis, ils s'accrochent à la présidence toute la durée de la vie du parti. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Merci, M. Samaké. Merci infiniment pour votre contribution et nous vous souhaitons une très bonne chance, un plein succès pour votre nouvelle fonction qui va commencer à New Delhi. Mesdemoiselles et messieurs, vous étiez en train de nous regarder sur l'émission rétrospective de la semaine. Je suis Moussa Diawara, votre fidèle serviteur, et nous allons nous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah. Passez une très bonne soirée. Merci.